Eh bien, nous allons maintenant interroger le secrétaire d'État au numérique, évidemment, Cédric O, qui nous fait la joie d'être avec nous. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Monsieur le Ministre? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On vous voit, on vous entend, Parfait. je crois. Merci d'être là avec nous en visio, mais on sait que maintenant vous êtes un Oui, pro de la visio depuis plusieurs mois, hein, c'est comme un peu beaucoup de la règle du ministres genre d'ailleurs. maintenant. Alors, écoutez, Cédrico, ben, je vais vous céder la parole pour une sorte de propos introductif, et puis je vous proposerai de revenir juste après, peut-être pour vous poser quelques questions. Et je précise d'ailleurs à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser des questions. Vous allez sur num.laref.org, vous posez vos questions, et je me ferai votre intermédiaire, notamment auprès de Cédrico. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'avoir un propos introductif extrêmement bref où je voulais partager quelques réflexions sur ce sujet du numérique et de l'environnement avec vous, et puis peut-être ensuite de laisser la parole, la place au débat qui me semble être, et aux questions qui me semblent être les parties peut-être les plus intéressantes. D'abord, partager une remarque avec vous qui est que cette question du numérique et de l'environnement et d'une vision en fait quelque peu millénariste parfois de la technologie est un sujet qui est extrêmement français. Et que ce doute que nous pouvons avoir sur le progrès, d'ailleurs dans ces différentes acceptions, qu'ils soient biologiques, technologiques, numériques, et du sens du progrès dans le sens du progrès de la société, opposé d'une certaine manière au progrès de la technologie, est un sujet qui n'est pas que français, mais qui est essentiellement français, puisque si on regarde les autres cultures par le monde, que ce soit la culture asiatique, la culture américaine, voire même la culture des autres pays européens, on a là un éventail de visions du progrès qui va d'une vision extrêmement positive dans les civilisations asiatiques à une vision relativement positive dans la civilisation, enfin dans la société outre-Atlantique, à des visions qui sont assez équilibrées en Europe. Et il y a un pays qui a un certain nombre de doutes particuliers, c'est la France. Pourquoi je dis ça? C'est que je pense, et d'ailleurs c'est un sujet qui, à mon avis, que l'on gagnerait à creuser sociologiquement, qu'il arrive parfois que notre rapport à la technologie en dise plus de nous et des doutes consubstantiels à la société française actuellement que de la technologie elle-même. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Alors ensuite, dans le rapport entre numérique et progrès environnemental, ou en tout cas question de la transition environnementale, je pense qu'il y a deux visions qui s'opposent. Une vision plutôt optimiste et une vision plutôt décroissante. Et il y a parfois une forme d'hémiplégie dans la manière dont on conduit le débat, c'est qu'on considère l'impact environnemental du numérique aux bornes de l'impact environnemental des équipements numériques sans prendre en compte la totalité des externalités positives, et négatives évidemment aussi, mais particulièrement des externalités positives du numérique. Et je pense que si on veut avoir une approche scientifique de cet impact du numérique, alors il faut prendre en compte l'ensemble des externalités positives. Oui, les équipements numériques sont de plus en plus nombreux. Oui, notre consommation numérique est de plus en plus importante. Ça crée un impact sur l'environnement qui est plus important aux bornes du numérique, mais ça a un facteur d'externalités positives qui sont sans commune mesure, selon moi, avec ces externalités négatives, en déplacement évité, en ressources et en matières premières, en consommation diminuée de ressources et de matières premières, d'ailleurs que ce soit dans les métropoles ou dans la campagne. Je cite juste cet exemple d'une ferme que j'ai visitée il y a peu, où l'agriculteur avait creusé du maïs, avait mis des sondes hydrométriques dans ses champs de maïs qui étaient connectés à son système d'arrosage, qui faisait que le système d'arrosage n'arrosait ses champs de maïs que lorsque le taux d'humidité descendait et pas de manière automatique, ce qui lui a permis d'économiser 15 jours d'arrosage par an, ce qui est évidemment intéressant économiquement et ce qui est évidemment intéressant d'un point de vue environnemental. C'est un exemple, comme par exemple l'exemple de la visioconférence, qui illustre les externalités positives que peut apporter le numérique. Je pense que le débat, il se concentre sur la manière dont on souhaite utiliser le progrès.
J'ai discuté avec Gilles Babinet il n'y a pas très longtemps autour de ce concept de la loi de Shannon qui dit que plus vous mettez d'informations dans un système, plus vous augmentez son efficacité. Et je pense que s'il doit y avoir un débat autour de l'impact environnemental du numérique, il doit plus être sur les usages, c'est-à-dire sur le bout de la chaîne, la consommation, que sur l'innovation elle-même. Il me semble que le débat que nous devons avoir, c'est qu'en numérisant un certain nombre de verticales comme le transport, la logistique, l'énergie elle-même, l'agriculture, etc., on rend possible un certain nombre de gains de productivité qui doivent être non pas mis au service de plus de consommation, mais mis au service d'une diminution de l'empreinte énergétique de ces secteurs-là. Et donc, on doit à la fois pousser pour plus de numérique, plus d'innovation, mais également avoir en tête cette question de l'impact environnemental. Et ce n'est pas en contraignant l'innovation, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, compte tenu de ce qu'on sait du développement économique mondial aujourd'hui, qu'on réussira la transition environnementale. Et je pense que pour le coup, il y a une vraie antinomie, ou en tout cas c'est complètement orthogonal, de penser la transition environnementale sans la transition numérique. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas que le numérique fasse ses propres efforts, il doit être plus efficient lui-même technologiquement. C'est par exemple ce qui est au cœur ce qui a été au cœur du design des antennes 5G pour faire en sorte qu'elles consomment nativement moins d'énergie. Et c'est notamment pour cela que le gouvernement s'est doté d'une feuille de route, notamment sur particulièrement la question de l'allongement de la durée de vie des équipements électroniques, parce que l'on sait qu'aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique, c'est à 80%, non pas la bande passante, mais la question des équipements électroniques. Donc, pour résumer mon propos, globalement, un impact positif. En tout cas, pas de transition environnementale sans transition technologique ni sans transition numérique. Ce serait insupportable économiquement et sociétalement. Et ça ne veut pas dire que le numérique en lui-même ne doit pas être plus efficace. Et c'est pour ça qu'il faut notamment travailler sur la question de l'allongement de la durée de vie des équipements électroniques. Cédric O, vous parliez de caractère peut-être un peu particulier de la manière dont les Français appréhendent la technologie, la notion de progrès, etc. On en parlait ce matin avec Geoffroy Roux de Bézieux, mais on a l'impression que souvent on commence par râler et puis après on finit par s'y mettre. Ce qu'il vous est arrivé avec Stop Covid, aujourd'hui tous anti-Covid, c'est un peu ça. Ça a été l'opposition, enfin le désintérêt, les gens n'ont pas compris, puis aujourd'hui on peut presque parler de succès. Est-ce que vous pensez que finalement le brouhaha qu'il peut y avoir à un certain moment n'est pas forcément handicapant, ou au contraire c'est un problème parce qu'on ne démarre pas assez vite? Moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, paradoxalement, pour que cette logique qu'on a, encore une fois, un peu millénariste vis-à-vis de la technologie s'inverse. Je rappelle que le rapport français historique à la technologie, ce n'est pas celui-là. Et que la France ne serait pas la France s'il n'y en avait pas eu Pierre et Marie Curie, s'il n'y en avait pas eu les frères Montgolfier, s'il n'y en avait pas eu la relance industrielle et économique de la France par la technologie et l'investissement dans la technologie grâce au général de Gaulle au lendemain de 39-45. Et donc, on a un passé extrêmement fort d'innovation, de science, de production de chercheurs et d'ingénieurs de capacité mondiale, avec lequel on doit renouer dans un récit national qui, à mon avis, gagnerait à être beaucoup plus optimiste sur la technologie. Parce que là où vous avez raison, c'est que ce que nous montrent les exemples, vous parlez de tous anti-Covid, mais c'est vrai en règle générale pour les outils numériques de la société, c'est qu'il peut y avoir des débats ici ou là sur la scène médiatique, politique. La vérité, c'est que les Français, que ce soit pour le e-commerce ou que ce soit pour l'application Tous Anti-Covid, quand ils ont des outils qui correspondent à leurs attentes, les utilisent sans modération. Est-ce que, Cédric O, s'il n'y avait pas eu tous ces débats, vous auriez créé dès le départ une application un peu plus, on va dire, un peu plus à la sauce asiatique, avec de la géolocalisation, avec une surveillance un peu plus forte, peut-être plus efficace, mais du coup vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez peur que ça effraie tout le monde? C'est un arbitrage qui est quand même un arbitrage européen, c'est-à-dire que les protections de la vie privée qui ont été mises dans les applications de l'ensemble des pays européens et qui sont relativement similaires sans rentrer dans les détails techniques, correspondent à un équilibre entre
coercition et protection, qui est un équilibre assez répandu dans les sociétés occidentales, qui n'est pas le même équilibre que celui qu'on peut rencontrer dans les sociétés asiatiques. Et d'ailleurs, quand on parle des sociétés asiatiques, on parle de sociétés démocratiques. Je pense que le Japon ou la Corée du Sud, en termes de démocratie, n'ont rien à envier à la France. Il y a, pour des raisons culturelles et des raisons politiques, des arbitrages un peu différents qui sont faits selon les pays, qui aboutissent à plus de contrôle, mais à significativement plus d'efficacité côté asiatique. Maintenant, dans les arbitrages qu'on doit prendre, les équipes qu'on choisit, il y a toujours une question d'acceptabilité. Et donc, avoir un outil qui est beaucoup plus efficace, mais qui est beaucoup moins accepté, n'aurait pas été une bonne chose et n'aurait pas été efficace in fine. On a fait un choix qui est à peu près le même choix que nos partenaires allemands, nos partenaires anglais, les Suisses, les Italiens ou les Espagnols. Aujourd'hui, l'application a une efficacité non négligeable, puisque c'est 500 000 personnes qui sont notifiées chaque jour cas contact. Donc, chaque jour, il y a 500 000 personnes qui sont notifiées par l'application, qui peuvent s'isoler ou se faire tester. Bon, c'est facile de refaire l'histoire. Je pense qu'à ce stade, l'équilibre est plutôt bon, même si, effectivement, en ayant un peu plus de données personnelles, on pourrait probablement être plus efficace. C'est d'ailleurs ce que poussaient les personnels soignants, mais encore une fois, il y a toujours cet équilibre entre efficacité et acceptabilité. Alors, vous parliez également des usages, évidemment, hein, la manière dont on appréhende le numérique, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, surtout. En France, il n'y a que 30% des petits commerces qui sont numérisés, contre plus de 70% en Allemagne. Le gouvernement, le ministre Bruno Le Maire, vient d'annoncer une aide qui, on l'évoquait ce matin, pourrait paraître presque symbolique, hein, 500 €, je crois, par petit commerce. Est-ce que c'est une bonne manière de les inciter? Est-ce qu'on peut faire mieux? Comment les inciter à investir ce terrain-là? Surtout que, par ailleurs, il y a donc maintenant la menace du « attention à l'environnement, n'allez pas trop non plus dans le numérique ». Alors, d'abord, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, l'impact du e-commerce en matière environnementale, elle est très discutée et le consensus est plutôt sur le fait que le e-commerce est plus efficace que les centres commerciaux en matière environnementale. Mieux vaut, pour le dire en tant que tel, une camionnette d'un site de e-commerce bourrée à ras-bord de produits à livrer et qui se déplace à des moments où il n'y a pas de bouchon en optimisant le trajet de la camionnette, plutôt que des dizaines de familles qui vont chacune dans leur voiture individuelle remplie au tiers faire des courses le samedi au supermarché. D'abord, la question du e-commerce et de l'environnement, à tout le moins, elle se discute. Premier élément. Deuxième élément. Personne aujourd'hui n'oblige les Françaises et les Français à aller commander en ligne. C'est d'autant plus vrai pendant le confinement, mais ça reste vrai en dehors du confinement. On voit une progression très forte du e-commerce. Et donc, c'est une tendance de société qui est là et qu'il faut prendre en compte. On peut aimer, pas aimer, elle est là. Et c'est une pratique des Français. Et donc, le meilleur moyen de faire en sorte que nos petits commerces résistent dans la durée à cette tendance de société, c'est bien qu'ils se digitalisent. Je rappelle ce chiffre, il y a 30% de petits commerces français qui vendent en ligne, il y en a 2 fois plus en Allemagne. Et donc, si on veut faire en sorte qu'ils s'en sortent pendant le confinement, mais qu'à long terme, ils puissent tenir compte de cette évolution de la société, qui, encore une fois, n'est pas imposée ni par Amazon, ni par qui que ce soit, qui est juste une tendance de la société. On a besoin qu'ils se digitalisent plus. C'est pour cela que Bruno Le Maire et Alain Griset ont annoncé, effectivement, il y a quelques jours, cette volonté de passer de 30% à 50% d'ici fin 2021, qui est d'aider les petits commerces à se digitaliser, soit en se digitalisant et en vendant eux-mêmes sur Internet, via Facebook ou via un certain nombre de plateformes, soit en allant sur certaines plateformes qui peuvent les référencer. On a fait une étude extrêmement précise de comment les aider. Il y a 2 moyens. Soit on aide, c'est ce que nous faisons actuellement via la Banque des Territoires, puisqu'il y a une offre de 20 000 € pour chaque intercommunalité ou chaque ville qui veut mettre en place une place de marché locale. Soit on a cette annonce effectivement d'une aide de 500 € par commerce. Vous dites que c'est assez anecdotique. Honnêtement, cela revient à dire que cela ne coûte rien à un petit commerce pour aller vendre en ligne, parce qu'il y a un certain nombre de coûts induits. Mais non seulement ça ne lui coûte rien, mais ça lui fait du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, le coût de 500 € nous semble bien dimensionné. En tout cas, il a été discuté avec les fédérations professionnelles. On veut donner ce coup de pouce pour aider les petits commerces à se digitaliser plus, à vendre en ligne, à faire du click and collect
ce qui leur permettra de passer le confinement, même si c'est toujours un chiffre d'affaires à court terme qui est limité par rapport au chiffre d'affaires physique. Mais surtout, c'est une question de survie du petit commerce français à terme, dans le cadre d'une transformation de la société qui est plus profonde que seulement ce que nous voyons à travers le confinement. Mmh. Cédric O, il nous reste quelques minutes. Une question, j'allais dire incontournable, chaque fois qu'on parle de numérique, évidemment, et qu'on a envie de poser à un responsable du gouvernement, c'est la question de la souveraineté de nos technologies. Hein. La plupart de ces outils, on le sait, eh bien, ils sont fournis par les GAFAM, les Américains, demain un peu plus peut-être les Asiatiques. Comment est-ce qu'on peut inverser la donne au-delà des incantations? Et j'irai même plus loin. Les GAFAM sont très bons et de plus en plus opérationnels et efficaces en matière de maîtrise et de respect de l'environnement. Donc ils vont devenir, non seulement avec de très bonnes technologies, mais des technologies de plus en plus sobres, hein, on va dire environnementalement parlant. Est-ce qu'on a les moyens de faire face là encore? Bien sûr qu'on a les moyens de faire face. Mais je pense qu'il faut vous poser la question de la bonne manière. Si les gens recourent aux services de Google, Facebook et Amazon, c'est que ces sociétés sont meilleures que les autres. Et donc, la meilleure manière dans une économie libre, hein, qui n'est pas une économie administrée, je le rappelle, de faire en sorte que les gens recourent à des services français et européens plutôt qu'aux services des GAFAM, c'est d'abord d'être meilleur qu'eux. Et ce n'est pas du tout impossible. Je rappelle par exemple que sur le e-commerce, et j'ai l'occasion de le dire, il y a une espèce de focalisation française sur Amazon. Je rappelle que pour 1 euro dépensé chez Amazon, les Français dépensent 3 euros chez les e-commerçants français. Et qu'on a des e-commerçants comme Cdiscount, comme Mano Mano, comme Back Market, comme Fnac Darty, etc., comme VP, qui sont extrêmement efficaces et qui répondent à la demande des consommateurs et qui pèsent 3 fois plus que ce que pèse Amazon aujourd'hui en e-commerce. C'est pour ça que, bien sûr, il faut réguler les grandes plateformes pour des raisons économiques et pour des raisons sociétales. Mais la meilleure manière de faire en sorte qu'on bâtisse la souveraineté française, c'est de faire en sorte que nous ayons nos propres GAFA, pour le dire en tant que tel. Et c'est là que je pense que nous sommes très optimistes, compte tenu de l'augmentation, enfin du développement exponentiel des startups françaises. On raille parfois un peu la Startup Nation, mais je rappelle quand même que si nous ne sommes pas capables de faire émerger nos propres GAFA ou de transformer nos entreprises, alors on restera dépendant de ces services américains et qu'il n'y a pas de souveraineté numérique, mais de souveraineté politique sans Startup Nation d'une certaine manière. Et donc, il faut qu'on continue à pousser le développement de nos startups. On a aujourd'hui, par exemple, 10 licornes, donc des entreprises valorisées plus d'1 milliard d'euros. On va voir émerger dans les années qui viennent des entreprises qui valent 5, 10, 15, 20, 50 milliards d'euros. Je pense que nous sommes à l'orée d'une période extrêmement favorable pour les entreprises du numérique françaises. Et ça reste, pour moi, la meilleure manière de bâtir notre souveraineté numérique. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous en direct depuis Bercy pour conclure cette matinée, donc cette première partie de la REFNUM 2020.